Dominique et Sophie, je suis vraiment ravie que vous soyez là pour m'éclairer sur un sujet qui pour moi reste encore très nébuleux. Et ça ne m'étonne pas puisqu'il s'agit du prana. Donc, est-ce que vous pourriez me donner une définition du prana? Parce que moi, on me dit le prana, c'est la respiration, mais ça reste un peu flou. On avait déjà parlé d'Agni, et on avait dit Agni, c'est l'essence de Pitta. Et on avait parlé d'Ojas, la dernière fois, on a parlé d'Ojas, et en disant que Ojas, c'était l'essence de Kapha. Et avec Prana, on est dans l'essence de Vata, l'élément fondamental de l'émergence de Vata. Et dans la définition, on pourrait mettre l'étymologie, hein. Pra, ça veut dire avant, à l'origine, et na, prana, ça a plus l'idée de souffle, de respiration, voilà. C'est pour ça qu'on parle souvent du souffle avec prana. Donc c'est ce qui est à l'origine, à la naissance du souffle. Quand on dit à la naissance du souffle, c'est pas le souffle que nous on ressent quand on respire. Il n'y a pas que ça. La subtilité, c'est ce qu'on trouve régulièrement dans les textes ou dans les conférences. On entend souvent parler de prana, le pranayama, la respiration, le souffle. Hmm. Alors ça, c'est quand on veut aller vite et qu'on veut parler de la manifestation de prana. Ouais. Comment on pourrait définir prana dans des niveaux plus subtils alors? On peut peut-être commencer par une petite phrase du fondateur de l'Ayurveda Maharishi. Et il dit, c'est la tendance de l'être, du soi, du non manifesté, à se manifester. La tendance de la conscience à vibrer, quand la conscience commence à vibrer, et la conscience vibre, le prana vibre, et la création commence alors à se manifester. Ça, c'est Maharishi qui le dit, il le définit comme ça. Oui, cette citation de Maharishi Mahesh Yogi, ça me fait vraiment penser à ce qui se passe au moment d'une naissance, où finalement à l'intérieur, il y a quand même une respiration, mais sans air, si je ne me trompe pas. Et c'est vraiment au moment où le bébé naît que le premier souffle, la première respiration arrive, que le bébé en quelque sorte termine son incarnation sur Terre. Comme si peut-être cette valeur de prana est liée aussi beaucoup à cette valeur d'énergie sur notre Terre. C'est excellent. Souvent, c'est défini comme l'étincelle qui va donner la vie. C'est exactement ce que dit Sophie. C'est-à-dire qu'on le retrouve au moment de la naissance, on le retrouve au moment de la conception, pas de la conception, mais on avait parlé d'un mois et demi où le cœur commence Mm. à se former, hein, au bout d'un mois et demi. Mm. Et quand le cœur se forme, dès que le cœur est formé, tout de suite, le prana, le souffle de vie, pénètre le cœur et donne la vie. C'est presque le point de départ de tout, en fait, presque. C'est l'essence de vie, hein, c'est vraiment la conscience qui va se manifester et qui va créer tout l'univers. C'est C'est vraiment prana qui crée. cette conscience en vibration, hein, qui crée ça. D'accord. Voilà. C'est le premier niveau. Et puis, Ouais. il y a un deuxième niveau qu'on a. Alors ça, on l'appelle souvent dans les textes, dans le Veda, on trouve ça dans Mahaprana, le grand souffle de vie. Et puis il y en a un autre qu'on appelle le prana subtil. C'est plus délicat parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on voit, mais c'est quelque chose qu'on peut ressentir. Il y a des gens dans les consultations qui ressentent ça quand on fait un travail en aromathérapie, par exemple, qui permet de rééquilibrer les points de jonction entre le corps et la conscience justement dans ces niveaux d'énergie. Et le prana subtil, c'est celui qui va circuler dans ces canaux d'énergie qu'on appelle les nadis, qui ont des points de jonction qui s'appellent les marmas. Et donc ça, c'est prana circule et donne la vie à ces différents corps, à ces corps d'énergie, ce corps de lumière. Ce prana-là va être lié à la pensée, au mental, c'est lié aux sensations, et c'est vraiment responsable de la conscience, d'être conscient. C'est le prana subtil qui va nous permettre d'être conscient, d'avoir la conscience individuelle. Alors moi, j'aurais une question par rapport à ça. Quelle différence tu fais entre le prana et l'ojas dont on a parlé la dernière fois? Des fois, on met des noms, mais c'est des choses qui sont très similaires quelque part. C'est simplement que Ojas, c'est l'essence de vie, mais plus du côté de la formation des tissus. Alors qu'ici, on est dans prana, on est vraiment dans la mise en mouvement, dans ce qui coordonne, dans ce qui lance l'impulsion. Hein, c'est la différence. Alors que Ojas, lui, va plutôt être là pour adoucir, pour mettre de la lumière et d'une sorte de douceur, de rondeur, et puis qui va participer à former les tissus. Hein. On le voit sur les datus, sur les tissus dont la formation finale, c'est Ojas, mais Ojas, c'est aussi à l'origine des tissus. Enfin, on avait vu l'histoire de l'œuf et la poule la dernière fois. Donc, on est vraiment dans quelque chose d'un petit peu plus, entre guillemets, manifesté,
Alors que dans prana, c'est de la conscience, hein, la conscience en mouvement, la conscience qui vibre. Donc ça fait vraiment la subtilité à ce niveau-là. Et prana gouverne ojas. Alors, on peut dire que Prana gouverne Ojas de la même façon que Vata gouverne Pitta et Kapha, en fait. Oui, oui, c'est ça. Finalement, prana gouverne tous les aspects de vata, qui gouverne pitta, qui gouverne kapha, hein. Et au niveau des essences, c'est pareil. On a prana qui gouverne, on va le voir tout à l'heure, sûrement, hein, qui gouverne Agni. Et s'il n'y a pas ce souffle de prana pour stimuler l'Agni, hein, avec qu'on appelle le samana, sous-dosha de samana, si on n'a pas ça, on n'a pas une bonne digestion, hein. Donc on a vraiment un lien très très fort de coordination, hein. C'est le patron, hein. Prana, c'est le patron. Mais ça se joue à un niveau donc extrêmement subtil et plus on va avancer, donc par exemple prana, donc c'est comme tu dis, hein, c'est vraiment la conscience qui entre en vibration, donc c'est très subtil en fait. Et quand on arrive à Agni, c'est déjà un peu plus incarné, et quand on est dans Ojas, c'est peut-être comme tu dis, la structuration des tissus, c'est encore un peu plus incarné en fait. Enfin, incarné n'est pas le bon mot, mais c'est Plus manifesté, quelque plus part. manifesté, voilà, c'est ça, plus manifesté, Plus matériel peut-être. plus matériel, ouais, c'est ça, plus matériel. On peut en faire plus facilement l'expérience, comme quelque chose de plus concret. Le prana, on peut en faire l'expérience, hein. Par exemple, on voit quand on fait des consultations de Marma, Sophie, c'est aussi sa spécialité, quand on fait des consultations de Marma thérapie, parce que les gens disent, ah, je sens comme de la fraîcheur, comme quelque chose qui circule et qui est frais. Ça, c'est prana. Ça, c'est prana. Hein. Alors que au jazz, c'est plus de la douceur, c'est quelque chose de plus rond, plus doux, un petit peu plus chaud, quoi, hein, que prana. Mm. Et est-ce qu'il y a différentes formes de prana? Ou est-ce qu'on peut parler que d'un seul prana? Alors, il y a un troisième niveau, celui dont on parle pratiquement toujours, c'est ce qu'on appelle le prana grossier. C'est celui qui est en lien avec le système respiratoire, avec ce qu'on appelle aussi l'énergie vitale. Hein, le corps vital qui part d'ici, hein, qui fait le tour comme ça du corps et qui nourrit le corps, hein, qui gouverne aussi les aspects de la physiologie et qui est vraiment lié au système respiratoire. Ça, c'est vraiment le prana dont on parle en général, souvent on dit c'est comme la respiration, le souffle et tout ça. Mais c'est quand même ce qui permet la respiration, ce qui permet le souffle. Même si c'est grossier, ça reste quand même l'essence quelque part, hein, l'essence du système. C'est ce qui coordonne le système respiratoire. Et donc, est-ce qu'on peut dire de façon un petit peu triviale que quand on a des maladies respiratoires, c'est qu'il y a un problème de prana à la base? Oui, je crois que là, ça paraît évident. Quand il y a un problème respiratoire, il y a un problème de prana, puisque déjà le souffle, donc la respiration, va pas pouvoir se faire normalement. Donc, je pense même qu'un problème de sinusite chronique, à la limite, qui empêche les gens d'avoir une respiration normale dans la journée ou pendant la nuit. Et puis, les problèmes pulmonaires, que ce soit allergique ou pas, c'est directement lié à des problèmes de prana. Donc, on le sent bien chez ce genre de problème chronique. Souvent, il y a vraiment une perturbation de l'énergie dans son ensemble. Je vois des patients qui ont des fois depuis l'enfance ou en tout cas depuis la jeunesse ce genre de problème. J'ai toujours l'impression qu'ils vivent toute leur vie avec un mode économie d'énergie parce que c'est la seule moyen de continuer. Donc, ils ont appris à vivre avec le plus souvent parce qu'il y a un certain nombre de ces maladies qui se traitent, mais pas totalement finalement. Il y a toujours quand même des symptômes qui restent derrière. Le prana, cette énergie subtile, peut pas passer. Évidemment, ça va troubler tout ce qui se passe après. La digestion n'est jamais très bonne dans un cas comme ça. Et l'énergie globale est vraiment perturbée. Donc, c'est important quand on le voit, nous, en tant que médecins ou naturopathes, d'essayer d'améliorer ce genre de symptômes et les gens, ça va beaucoup les soulager. Alors, c'est possible que quand ils viennent dans un état moi j'appelle ça un état de transcendance, un état de lâcher prise, un état d'apaisement, comme pendant une méditation par exemple, comme à ce moment-là, on a besoin de beaucoup moins d'air, que les symptômes ne sont plus très gênants et que finalement, ils aient des expériences aussi très claires, malgré cette gêne chronique. Mais voilà, après, quand ils sont dans l'activité, souvent, ça les gêne, ils peuvent pas vraiment oui, vivre complètement normalement. Alors, on a différentes techniques. Ça fait aussi partie des problèmes d'amas. On a parlé de l'amas dans une
une des leçons précédentes où il y a les toxines qui s'accumulent, l'accumulation de mucus, que ce soit à un niveau ou à un autre, c'est toujours une forme d'amas, cette valeur de kapha. D'ailleurs, dans ces problèmes respiratoires, c'est vraiment un problème de vata, pitta, kapha. Donc, on n'a pas que le prana, on a la digestion, l'agni qui est toujours liée, et il y a presque toujours un problème de mucus trop abondant, trop collant, donc un problème de kapha. Donc, c'est vraiment un problème qui concerne les trois doshas et qui empêche le prana de circuler normalement. Donc, on peut essayer, soit en faisant des panchakarma, par exemple, des intoxications ayurvédiques, ou par une alimentation un peu plus adaptée avec un peu moins d'aliments kapha, par exemple, suffisamment d'exercice physique, mais sans forcer. Il faut toujours trouver l'équilibre, hein, on en a parlé déjà plusieurs fois. Et pas oublier d'aérer. C'est peut-être la première source de prana encore plus nécessaire si déjà à l'intérieur de soi, ça circule pas bien, on a vraiment besoin d'aérer suffisamment parce qu'à l'intérieur, l'air a du mal à se renouveler et quand même le prana, on le trouve particulièrement facilement en respirant l'air de l'extérieur. Alors évidemment, plus si on habite près d'une forêt que si on habite au milieu d'une grande ville, ça c'est clair aussi. On voit bien que les gens qui sont un petit peu, enfin, les patients qui me racontent que c'est compliqué quand ils sont chez eux, ils ont l'impression de ressasser, et dès qu'ils sortent de chez eux, ils retrouvent comme une sorte d'énergie, quelque chose qui les remotive, enfin, du coup, un nouveau prana, quelque chose de plus sain, en fait, hein, qui les aide. Oui, là, je pense que c'est directement lié au prana, peut-être pas uniquement, mais en tout cas, le prana est un facteur essentiel. Et souvent, quand les personnes se sentent pas très bien aussi psychologiquement ou ont du mal à canaliser leur énergie ou en hiver se sentent un peu déprimées, le fait de sortir dehors, de prendre déjà la lumière et l'air, de respirer de l'air plus frais, ouais, ça va vraiment aider. Quand le prana n'est pas là, ne circule pas bien. En effet, la digestion ne va pas bien parce que le prana, le souffle n'est pas là pour stimuler Agni. On revient toujours à ça, que tout est toujours lié, en fait, hein. Ça me fait penser au blocage de prana. Quand quelqu'un va sur le point de tomber, de s'évanouir. Et là, on a vraiment une chute très très forte du prana. Et qu'est-ce qu'on fait en général? On fait respirer des huiles essentielles de type camphre, menthe, des choses très très fortes qui ont énormément de prana. Et on réactive le prana. Et je me souviens dans une cure de Panchakarma, il y a une dame, une coiffeuse, on connaît le milieu, l'environnement des coiffeurs, hein, avec des produits chimiques, enfin, ils respirent ça à longueur de journée. Et elle avait une tendance sur le point de s'évanouir, voire s'évanouir. Et puis elle arrive en cure, et puis j'étais à peine arrivé, tout d'un coup, hop, elle dit, oh, je me sens pas bien, je me sens pas bien. Alors bon, on prend le pouls, on fait respirer le fameux 634, et hop, ça revient. Et puis elle va faire un soin, elle revient, puis tout d'un coup, pareil, dans le couloir, et hop, et moi j'étais là à ce moment-là. L'évanouissement était vraiment une chute de prana, et comme dit Sophie, quand tout est bloqué, le prana ne circule plus. Et chez elle, c'était ça, il y avait beaucoup d'amas, il y avait un air très très malsain, il y avait toutes les conditions pour un mauvais prana. Elle avait un petit côté autoréférent. Elle savait que c'était le Oui, moment où elle oui, allait oui, pouvoir être prise en charge de façon optimale, en fait. Et c'est Dominique qui apportait le prana dont elle avait besoin. c'est surtout 634, quoi, c'est ça, surtout. Tu vois, franchement, ce truc, il est. Oui, il marche bien. Il Ah marche oui, très très bien pour faut le stimuler. dire S'il y a un coup de pompe aussi, un manque d'énergie, c'est aussi celui que je conseillerais à respirer, qui peut pratiquement être instantanément ramener de l'énergie. Oui. ouais, on l'appelle aussi aromap chez Ouais, les c'est Italiens. les enfants souvent qui font des crises d'asthme, mais qu'à l'adulte, ça se guérit, en fait. C'est le côté kapha de l'enfance qui empêche le prana de circuler, ou qu'est-ce qui peut expliquer ça, en fait? Il y a pas mal de causes dans l'asthme, hein. Oui, c'est très complexe. Et C'est comme je disais, complexe. c'est un problème qui concerne les trois doshas, donc il y a beaucoup de facteurs. Bien sûr, Kapha est en jeu souvent, mais aussi Vata, parce que c'est souvent des spasmes, hein, du système respiratoire, Et un terrain un peu anxieux, l'anxiété, presque toujours. les émotions. Et Et d'ailleurs, après, mécaniquement, on peut imaginer aussi qu'en grandissant, Et même les conduits très concrets, comme les bronches, tout s'agrandit. Il y a plus d'espace, donc le mucus circule mieux, celui qui fait mieux. Le système nerveux devient aussi plus fort en grandissant. ouais. Je pense que l'asthme, c'est une des façons qu'exprime un enfant pour mettre sa difficulté à s'adapter à l'extérieur. Et en grandissant, son système nerveux aussi grandit, sa façon de percevoir l'environnement extérieur à lui-même. Et ça peut aussi l'aider à passer cette phase-là. Après, il faudrait voir s'il ne transpose pas ce genre de déséquilibre dans autre chose
Ça peut arriver aussi parfois que finalement le terrain n'a pas complètement changé et qu'il n'y a plus d'asthme, mais il y a autre chose qui remplace. L'eczéma c'est souvent ça. L'eczéma, ouais, Ah, ça l'eczéma, peut souvent, être le rhume de foin. Donc, ouais, le terrain allergique qui est présent. Ouais. Un petit remède pour les asthmatiques en cas d'urgence. Si vous avez un pot de miel, vous lui faites respirer. Ça peut permettre de retarder la crise d'asthme. C'est intéressant, hein, on dit que ça peut retarder jusqu'à 1 heure. Donc, si un enfant fait des crises vraiment fortes, on peut utiliser ça pour le temps par exemple, d'aller à l'hôpital s'il y a besoin d'aller à l'hôpital ou de Ouais. faire ce qui est nécessaire. Intéressant. Si je résume toute cette histoire, le prana, c'est quand même très lié à Vata. Vata a des sous-doshas et est divisé en plusieurs divisions. Est-ce que le prana concerne toutes les divisions de Vata ou bien certaines divisions de Vata? Parce que on a bien vu que Vata gouvernait Pitta et Kapha. Est-ce que le prana gouverne seulement les premières divisions de Vata ou toutes les autres? On donne toujours des noms aux choses. Hein, tout à l'heure, on a dit la conscience. On pourrait dire la conscience non manifestée. La conscience en vibration. On l'appelle prana. La conscience dans les corps d'énergie. On l'appelle prana subtil. Et la conscience dans le système respiratoire, le cœur, le cerveau et tout ça, on l'appelle prana grossier. Mais c'est toujours la même conscience. Simplement, c'est un niveau manifesté différent. Donc les noms correspondent à des étapes en fait. Et c'est un Ouais. peu pareil pour prana et les sous-doshas. C'est-à-dire qu'il y a prana, c'est le souffle principal, mais il va aller dans différents endroits du corps et changer de nom. S'il est au niveau des poumons, de la gorge et tout ça, et au niveau des sens, on l'appelle udana. S'il est au niveau du tube digestif, on s'appelle samana. S'il est plutôt vers le bas, le bassin, l'appareil génital, l'appareil urinaire, le côlon et tout ça, on l'appelle apana. Et s'il est plutôt situé dans la périphérie, dans la totalité du corps, on l'appelle Viana. C'est la même chose, mais simplement des endroits différents, des fonctions différentes et des noms, donc des noms différents. tu disais comme si le prana dirigeait les autres. Je suis pas 100% sûre, puisqu'en fait, on dit que le centre de Vata est situé principalement dans l'Apanavata, Ouais. au niveau des intestins. Donc ça dépend comment on regarde en fait, hein. Je pense que ça dépend à quel niveau on regarde. Au niveau très matériel, l'Apanavata serait avant le Pranavata. Et si on regarde au niveau de la conscience, alors peut-être qu'à ce moment-là, on peut dire, bon, le prana qui correspond vraiment à une valeur d'énergie subtile, là est à l'origine de tout ce qui se passe après. Ouais. Oui, tout dépend du niveau dans lequel on se met en fait. Si tu, Enfin, Alors, voilà. vous avez remarqué, par exemple, le ciel, c'est lié à l'élément air, d'accord? ouais. Et dans le corps, où se trouve le ciel? Dans l'intestin, comme dit Sophie, le siège de Vata, là où il y a l'élément air le plus marqué, c'est dans l'intestin. C'est comme si la nature elle mettait les opposés ensemble. Et c'est vrai qu'on peut le regarder dans ce sens-là, de prana à apana, et on peut le regarder dans l'autre sens, c'est-à-dire on part du siège et on remonte, et c'est ce que dit Sophie, très très juste. C'est-à-dire on peut aussi dire c'est apana, et puis ensuite samana, etc., et puis on remonte, udana et prana. Et c'est parfaitement juste aussi. L'Ayurveda est intéressante pour ça parce qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, et c'est vraiment circulaire, et Tout est ça dépend circulaire. quel point on prend, et c'est parfaitement juste, hein. S'il y a un blocage de prana, vous allez dire, je reviens toujours à cette histoire de blocage de prana, mais il peut se situer donc à différents niveaux. S'il y a de la main dans la gorge, c'est Udana qui va être impacté. S'il y a de la main dans l'intestin, c'est plutôt Apana qui va être impacté. Voilà, s'il y a de la main dans le cœur ou dans la tête, c'est plutôt Prana. C'est vraiment, effectivement, l'endroit où il a du mal à circuler, il va se bloquer et il va créer de la pression d'ailleurs. Et les gens qui font de la palpitation, c'est que le prana a du mal à circuler et ça crée des palpitations. Et dès qu'on D'accord. réduit le prana, hop, les palpitations disparaissent. Il y a quand même beaucoup de personnes qui se plaignent de constipation, et ça, j'imagine que sur la circulation du prana, ça pose problème. Oui, c'est Dominique qui mentionnait ça. En fait, ça peut démarrer d'un côté ou de l'autre. Donc la constipation, c'est un blocage en fait de l'énergie au niveau des intestins, au niveau du centre d'Apanavata, du centre du Vata. C'est une expérience commune hein, quand il y a la constipation, surtout chronique. Le mental Ouais. n'est pas clair. C'est comme si l'énergie fonctionnait mal. Donc c'est clair que ça influence aussi la circulation d'énergie vers le haut. Quand ça bloque en haut, ça gêne en bas, et quand ça bloque en Il bas, bloque ça en gêne haut. en haut. Il y avait ce fameux livre qui a été écrit, rien à voir avec l'Ayurveda. Ouais, c'est ça, le Pardon? charme discret. C'est une étudiante allemande Charme qui a parlé discret, de voilà, de charme discret de l'intestin. l'intestin. Oui, oui, Et ça me dit qui, quelque chose. Ouais, qui ouais. mettait en évidence, mais quelque chose qu'on connaît bien depuis très très longtemps en Ayurveda, mais qui là le mettait en
en évidence de manière concrète, physiologique, que ce qui perturbe les intestins va forcément perturber le système nerveux et inversement. Et inversement, ouais, tout à fait. Oui, c'est intéressant hein, parce que il y a des maladies neurologiques qui débutent vraiment par enfin, des anomalies au Ah niveau ben de oui, l'intestin. bien Ouais, je sûr. pense à la maladie de Parkinson en Mm. particulier et clairement la maladie. En fait, au départ, on pensait vraiment que c'est une maladie purement neurologique et on se rend compte qu'en fait, il y a des problèmes qui débutent au niveau de l'intestin des années avant le diagnostic de cette pathologie. Oui, parce que c'est important parce qu'en fait, quand on veut améliorer les choses, ça met en évidence le fait que c'est vraiment important de corriger une constipation. Beaucoup de gens le prennent vraiment, ce problème-là, comme quelque chose de tout à fait anodin, négligeable. Je trouve, oh, c'est super, j'ai besoin d'y aller qu'une ou deux fois par semaine. Et j'ai des gens qui sont contents de ça, presque fiers. Ah ben, moi, j'ai besoin d'y aller qu'une ou deux fois. Et puis, nous, on est toujours en train d'expliquer, bah non, quand même, c'est pour faire circuler justement l'énergie et éviter qu'il y ait une stagnation chronique de toxines. C'est vraiment important de corriger ça. Je me souviens d'une tournée avec un médecin indien. Il mettait la main sur l'intestin, comme ça, sur le ventre, puis il disait, Problem is there. Le problème est là. Donc les gens venaient avec différentes pathologies, puis la plupart du temps, ils disaient Problem is there. Puis de temps en temps, ils disaient Problem is there, prana. Soit prana, soit prana. Après avoir discuté avec lui, il me dit, mais l'origine du problème, de son problème d'articulation, c'est un problème de digestion d'élimination. Il ne digère pas correctement, il n'élimine pas correctement, il crée des amas qui vont jusque dans l'articulation et qui bloquent son articulation. Donc, si on soigne son articulation, on n'a pas soigné la cause. Il était vraiment très très clair là-dessus. Il disait non, non, il faut vraiment qu'il ait une bonne digestion, qu'il ait une bonne élimination. Et après, son problème de genou, on va aussi soigner localement, mais ça sera secondaire, ça va partir après. Il y a quand même beaucoup de femmes aussi qui ne veulent pas avoir leurs règles. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça? Oui, c'est vrai, maintenant, de plus en plus, les jeunes femmes, elles se disent, bah, c'est tellement mieux de ne pas avoir de règles, mais cette idée me dérange dans le sens que c'est une chance unique qu'a la femme d'éliminer justement des toxines régulièrement par l'intermédiaire des règles, d'éliminer l'excès de pitta en particulier. Ouais. Et si on donne pas à l'organisme cette chance-là, bah, il y a un certain nombre de déséquilibres qui risquent de s'accumuler, qui vont se réveiller beaucoup plus tard. Je me souviens d'une discussion moi que j'avais eue avec les Védias. Souvent, quand on faisait des consultations, ils se retournaient vers moi puis ils disaient, je comprends pas pourquoi il y a autant de problèmes à la ménopause chez les femmes. Comment c'est possible? Parce que chez nous, en Inde, les femmes sont contentes quand c'est la ménopause, les règles s'arrêtent, Ouais. plus de risque de conception pas désirée. Pas de problème particulier, c'est vécu comme quelque chose de très positif, très agréable, alors que chez nous, il y a quand même beaucoup de problèmes et beaucoup de femmes qui s'angoissent même à l'avance Ah de oui, ce oui. qui va se passer à la ménopause. Mm. Vraiment, sincèrement, ils ne comprenaient pas. Et quand on en a parlé ensemble, ils me disaient, bah, nous, notre interprétation, c'est que justement, les femmes, quand elles ont leurs règles, c'était encore à l'époque où les femmes ne bloquaient pas forcément leurs règles, ils disaient, bah, oui, mais elles font exactement comme s'il n'y avait pas de règles. C'est-à-dire qu'elles sont actives exactement comme s'il Ouais. n'y avait pas de règles. Elles mangent comme s'il n'y avait pas de règles. Elles sortent le soir ou ont un rythme de sommeil irrégulier comme s'il n'y avait pas de règles. Bah forcément, il ne faut pas s'étonner qu'après, au moment de la Ouais. ménopause, tout ce qui ne s'est pas rééquilibré à chaque cycle se retrouve des années plus tard au moment de la ménopause. Enfin, une des raisons serait par le fait qu'on a au moment des règles, on ne respecte pas vraiment ce temps où justement on prendrait un peu plus de temps pour soi, plus de repos, un rythme de vie très régulier, un bon sommeil, une alimentation plus légère. Ce qu'on conseille en Ayurveda, puis à l'extrême quand il n'y a pas de menstruation parce qu'on les bloque par les traitements hormonaux, bah là à ce moment-là, il est clair que ce processus de purification et ce fameux reset qui permet de se remettre en équilibre à chaque cycle ne se produit pas. Et oui, je pense qu'on n'a pas encore tout vu. C'est quelque chose de relativement récent. Je suis curieuse de voir d'ici 10, 20, 30 ans ce qui va se passer au moment de la ménopause de ces femmes qui ont bloqué leur menstruation. Mais disons que intuitivement, instinctivement, moi, si on me pose la question, je vais dire, ah oui, laissez faire la nature. C'est pas un hasard si notre corps a été fait pour se nettoyer tous les mois physiquement, mais c'est pas que physique, parce que finalement, c'est une période en général où on se sent plus ouverte, plus subtil, plus délicat, et ne pas
avoir cette expérience-là, c'est aussi manquer quelque chose. Hmm. Quelles sont les choses qui déséquilibrent le prana le plus? Est-ce que c'est les mêmes éléments qui déséquilibrent vata en général, dont on a vu, avoir des cycles irréguliers de vie, être dans une ambiance froide, sèche? Est-ce que c'est tout ça qui va déséquilibrer prana en général? Le stress. Le stress. Le stress, oui, hein. On voit bien quand les gens sont sous stress, leur respiration s'accélère. On passe en système sympathique au lieu d'être sur système parasympathique qui est plutôt relaxant, qui détend, voilà, qui permet d'être posé. La fatigue intense, le manque de sommeil, le fait de ne pas bien dormir, de se coucher trop tard, l'air pollué, hein, quand les gens travaillent dans des lieux où l'air n'est jamais renouvelé, les nourritures industrielles, les aliments passés au micro-ondes, tous ces aliments où on détruit complètement le surgelé, on détruit complètement le prana, donc l'aliment n'a pas de prana, mais il y a l'eau, il y a les aliments, hein, donc ça c'est des relations aussi. Hein, les gens qui sont toujours en conflit, par exemple, le prana. Ouais. Et peut-être pour revenir sur ce point que tu viens de mentionner de la qualité de l'air, moi je pensais aussi, enfin on pense évidemment à des gens qui travaillent vraiment dans un environnement très pollué, mais même par exemple quelqu'un qui travaille dans des centres commerciaux par exemple, ou dans les avions, un air qui passe par un système de climatisation. Et là on a souvent entre nous tendance à dire, il n'y a pas de prana ici, c'est l'impression, et quand on n'a pas l'habitude d'être dans ce genre d'environnement, on sent vraiment une chute d'énergie assez importante lors d'un long voyage en avion ou quand on passe un peu de temps dans un centre commercial, dans un hôpital, c'est le même problème. Et ça, je pense que c'est un problème de santé publique qui n'a jamais été abordé, qui est vraiment important. Et ben, ce fameux MA634 dont tu parlais, ce mélange d'huile essentielle qui contient donc du camphre, l'eucalyptus et de l'amande principalement, pourrait aider, je pense, si ça passait dans le système de ventilation. Moi, c'est une question que je me pose, que je tenterais volontiers. Je pense que ça aide à stimuler le prana dans des circonstances où le prana est vraiment très diminué. C'est vraiment compliqué pour les gens de rester clairs et énergétiques quand ils travaillent toute la journée dans un milieu comme ça. On le voit au teint. Les gens Oui, sont on a blêmes. besoin beaucoup de temps. Les gens Hmm. sont blêmes. Dans les magasins, Sophie parlait des magasins, dans les magasins, tu vois leur visage, les yeux très cernés. Ça, c'est vraiment Ouais. le manque de prana. Et le teint extrêmement blême. Tu as envie d'ouvrir les portes. Même Donner- leur dire, bah, ok, toutes les heures, vous avez 5 minutes dehors. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre aux gens pour améliorer leur prana? Il y a quelque chose de vraiment important sur les trois niveaux de prana. C'est, un, la méditation, et particulièrement la méditation transcendantale. On permet de transcender, de faire l'expérience de l'être et d'aller à ce niveau subtil du prana. C'est vraiment le premier plan de prana. Ça éveille une certaine coordination, une certaine harmonie du prana. Lorsqu'on va revenir dans l'activité, ce prana va être chargé de cohérence, d'ordre, d'harmonie, et ça va se retrouver, on va le retrouver au niveau du système respiratoire, au niveau du corps d'énergie, on va le retrouver à tous les niveaux. Donc ça crée beaucoup d'ordre dans la physiologie, c'est très réparateur, c'est très régénérateur. Il y a le pranayama, vraiment un des outils les plus performants et les plus efficaces pour rééquilibrer le souffle de vie. Ok, donc bon, il y a beaucoup de techniques de pranayama. Les gens qui font du yoga régulièrement, ils connaissent ces différentes techniques. C'est vrai qu'associé à la méditation transcendantale, on apprend en premier un pranayama qui est très simple à faire, qui peut s'utiliser avant de méditer pour apaiser le mental et le corps, mais qui pourrait même s'utiliser en dehors d'une technique de méditation juste pour se recentrer, s'apaiser ou lever l'anxiété, par exemple. Donc là, bon, la technique classique que l'on connaît, bon, on bouge par exemple la narine droite, ça c'est pour les femmes, et on expire en premier par la narine gauche. Donc on ferme avec le pouce la narine droite, on expire par la narine gauche, puis on inspire. Et puis avec le quatrième doigt, l'annulaire, on appuie de l'autre côté sur la narine gauche, on bouche la narine gauche, on expire par la narine droite, on inspire et on change de côté. Ça, c'est une technique qu'on fait à son propre rythme. Donc en fait, on se rend compte quand on le pratique que très rapidement, en quelques secondes, on va ralentir. C'est Hmm. assez intéressant de voir vraiment à quelle vitesse la respiration va ralentir. Et moi, je dis toujours aux gens qui ont par exemple des crises de palpitation, des crises d'anxiété,
d'utiliser le pranayama parce que quand la respiration ralentit, presque automatiquement le pouls va aussi ralentir et finalement ça aide assez facilement, enfin relativement facilement en quelques minutes à s'apaiser. Donc ça c'est vraiment une bonne technique. Ouais. Moi, j'ai pratiqué autrefois, avant d'apprendre la méditation transcendantale, donc il y a très très longtemps, des techniques de yoga. Et dans les techniques de yoga, il y a cette tendance à forcer, c'est-à-dire on retient le souffle, etc. Alors dans l'Ayurveda Maharishi, c'est vraiment une pratique naturelle. Simplement, on met la conscience sur le souffle, on suit son souffle. Et comme dit Sophie, quand on suit son souffle, quand on met la conscience dessus, naturellement, il s'apaise, s'apaise, s'apaise. Et des fois même presque jusqu'à l'arrêt respiratoire. Et c'est super expérience. On est presque déjà dans la méditation avec un prana qui est fait naturellement, sans effort, juste être là, présent et suivre ce mouvement. Oui, c'est une excellente préparation à la méditation justement pour passer d'un état actif à un état déjà préparé pour méditer. Ça marche vraiment très très bien. Il ne faut pas hésiter à l'utiliser n'importe quand, n'importe où. Dans ce genre de pranayama-là, il y a pas vraiment de contre-indication. Et puis, le yoga et les asanas et la salutation au soleil ou la marche, toutes ces activités pour faire circuler le prana. Ouais. Pour vraiment, au niveau du dhyana, c'est au niveau de la circulation générale, le faire circuler, bien libérer, quoi. Donc, c'est les trois niveaux qui permettent vraiment d'améliorer prana de façon profonde Et au niveau des aliments, est-ce qu'il y a des choses qui vont favoriser le prana? Les aliments frais, sattviques, pour moi, ils favorisent la circulation d'énergie, donc de prana. Quand je veux dire frais, je veux pas dire froid, je veux dire fraîchement cueillis, ramassés, fraîchement cuisinés et mangés. Des fruits bien mûrs qui sont cueillis directement sur l'arbre. Les aliments qui sont pas trop lourds, à l'inverse, des aliments qui sont trop riches, qu'on digère mal et qui vont favoriser la production de mucus et donc le blocage du prana. Donc dans les conseils simples que moi je donnerais à des gens qui ont des problèmes respiratoires, c'est d'éviter surtout le soir tous les aliments lourds qui vont avoir tendance à être mal digérés et à produire une espèce de fermeture de tous les canaux du prana au niveau de la partie haute du corps et le matin il se réveille, tout est bouché. Les produits qui peuvent être comme le beurre, alors les fritures, le fromage blanc, le yaourt, c'est vraiment à éviter le soir. il y a aussi un élément qui est vraiment important, c'est l'eau, qui est très riche en prana, une eau vive, une eau de source. Et Bono, si oui. elle n'est pas assez dynamisée, il y a ce qu'on appelle les doubles vortex. On avait quelqu'un qui nous avait fait une démonstration de comment dynamiser l'eau. Et en fait, vous prenez, même si c'est de l'eau du robinet, puis qu'elle est voilà, de qualité quand même correcte, vous la passez dans ces petits vortex et ça fait une rotation dans un sens, puis après une rotation dans l'autre sens. Ça crée énormément de prana dans l'eau. Elle est beaucoup plus vitalisante, hein. Nous, on a fait l'expérience avec mon épouse et franchement, on trouve que ça fait une différence. Quand on boit Et l'eau, la façon dont on la digère, la vitalité qu'elle apporte, c'est très différent. on peut certaines fois avoir l'impression qu'on boit de l'eau, même du robinet, mais on a l'impression vraiment que ça apporte de l'énergie. Que ce soit de l'eau minérale d'ailleurs ou de l'eau du robinet, il y a des différences mais considérables d'une région à une autre, d'une qualité à une autre. Et ça aussi, ça va jouer bien sûr sur notre énergie, notre clarté et probablement notre longévité. Alors, en parlant de longévité, il y a un texte ayurvédique qui met en relation étroite le nombre de respirations et la longévité. Et ça, c'est Ah, intéressant. On mesure en Ayurveda la longévité non pas au nombre de rythmes de battements du cœur, mais au nombre de souffles. Donc, effectivement, quelqu'un qui médite régulièrement, qui fait pranayama, qui a une activité physique qui est régulière, qui a une bonne alimentation, etc., il va respirer beaucoup plus lentement et ça permet vraiment d'allonger la Ouais, je vivacité. pense que ça a été étudié aussi chez les animaux, ceux qui ont une respiration et des battements cardiaques plus lents sont en général des animaux qui vivent plus longtemps, en règle générale. Les tortues, d'accord. les éléphants. On a beaucoup parlé de prana, je pense que c'est beaucoup plus clair pour tout le monde. Est-ce qu'il y a une vision particulière du prana dans l'Ayurveda Maharishi? Est-ce qu'on a quelque chose de particulier par rapport au prana qu'on peut entendre dans tous les autres types d'Ayurveda? Maharishi a très bien décrit le prana dans une jolie citation. Il dit, le prana est l'énergie universelle, il traverse tout l'univers, c'est la force vitale de la création. À travers la pratique de la méditation transcendantale,
on entre en contact avec cette énergie et on devient un avec elle. Lorsque l'esprit est calme et libre de distraction, le prana circule librement dans le corps, apporte santé et bien-être. Mais plus que cela, le prana est la manifestation de la conscience universelle en action. Et j'espère que tout le monde va bien. Donc on reconnaît le petit tableau qu'on a l'habitude d'utiliser. Au fond du tableau, en arrière-plan, on a cet arbre qu'on a déjà utilisé, on a déjà vu l'analogie de l'arbre et de la conscience. On va pousser un petit peu l'analogie ce soir. On a vu que la racine, qui était la base de l'arbre, qui lui donne sa force, qui lui donne sa nourriture, qui lui donne son envergure, qui reste caché dans le sol, représente assez bien l'aspect non manifesté de la conscience, alors que le tronc, les branches, les feuilles représentent l'aspect plutôt manifesté, plus densifié de la conscience. Et on sait, on a cette connaissance depuis quelque temps quand même, de cette notion de réseau, le réseau mycorhizien. Je pense que certains d'entre vous connaissent les mycos, champignons, rhiziens, racines. C'est ces champignons qui se développent à la base des racines et qui permettent dans une forêt de connecter tous les arbres de la forêt. Et c'est très intéressant comme processus, puisque si un arbre tombe malade, par exemple, eh bien, les autres arbres vont être aussitôt informés et vont pouvoir renforcer leur système immunitaire, par exemple, et puis aussi envoyer peut-être des substances ou des éléments qui manquent à l'arbre pour être en bonne santé. Donc il y a une sorte d'échange permanent, de communication permanente de tous les niveaux, de tous les aspects de la forêt. Un peu comme la conscience, en fait, qui est présente partout. La conscience n'est pas isolée, elle est vraiment présente partout, dans tous les points de la création, on dit. Et c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, cette idée que la conscience est tout ce qui est. Puis on a vu aussi que ce jeu de la conscience sur elle-même nous avait permis d'isoler, disons, de repérer ou d'identifier les trois principes fondamentaux, Vata, Pitta, Kapha. Et dans la dernière session, on a réalisé que tout dans la nature, absolument tout dans la nature, et particulièrement dans l'alimentation, chaque chose était le fruit de la combinaison de Vata, Pitta, Kapha. Concernant l'alimentation, si on prend un exemple tout simple, prenons l'exemple d'une biscotte par exemple. Une biscotte, c'est sec, c'est rugueux, c'est cassant, et tout de suite on sent la forte présence de Vata dans cet aliment. Et on comprend qu'une personne de type Vata, si elle veut maintenir son équilibre, il serait peut-être préférable pour elle qu'elle ne mange pas de biscottes sur une base trop régulière. On a vu aussi que tous les aliments froids, lourds, adipeux, compacts augmentaient Kapha. Et on a aussi constaté que le salé, l'acide, le piquant augmentaient Pitta. Mais aujourd'hui, on va plonger dans quelque chose de plus profond, de plus essentiel, de plus subtil au niveau de la conscience. On va parler de ce qu'on appelle prana. C'est un nouveau mot qu'on retrouve écrit ici. Et vous voyez que ça se situe à un niveau très non manifesté de la conscience. On parle de prana. Et donc, on va voir les différentes fonctions de prana. On va voir comment éveiller prana. On va voir ses différentes significations. Et on va voir comment l'éveiller pour vraiment être en bonne santé au quotidien. Voilà, donc on va laisser la parole et l'action à Jean-Yves pour passer la vidéo ce soir. Ça va, tout le monde respire bien? Vous avez ouvert les fenêtres, les portes? Alors, on a un certain nombre de questions. La dernière fois, j'ai découvert qu'on pouvait baigner les yeux et faire passer le chalazion.
les bains pour les yeux ne sont qu'en cas de problème? C'est la question. Euh, et comment s'appelle la toxine des... Alors, on va d'abord une première question. Tu veux répondre sur ça, Sophie? Euh, nettoyage des yeux, est-ce que c'est... Bah On avait écoute, parlé des chalazions. oui. Oui, la dernière fois, on avait parlé du chalazion et puis de ce nettoyage des yeux avec le Trifala. Non, moi je le conseille pas forcément de le faire quand on n'a aucun problème, mais rien n'empêche de faire une fois de temps en temps de se nettoyer les yeux avec cette décoction de Trifala. Ça peut se faire aussi à titre préventif. C'est assez agréable, hein, la sensation en fait. C'est possible que ça brûle un tout petit peu sur le moment, mais après en fait on a l'impression que les yeux sont très clairs. Mais ça demande un petit peu quand même de contraintes. Il faut bien préparer ça. Donc comme j'avais dit la dernière fois, il faut très très bien filtrer et il faut bien vérifier la température du liquide pour qu'elle soit ni trop chaude ni trop froide. Donc ça demande un petit peu de travail. Les yeux, donc, vous parlez d'entretien des yeux. Une chose qui est vraiment intéressante à faire, c'est au moment de la douche, vous prenez de l'eau à température du corps à peu près, et vous la gardez tout le temps de la douche. Et vous allez voir, c'est extraordinaire sur les yeux. D'un coup, on a l'impression qu'on voit beaucoup mieux. Hein, parce que les yeux sont très pita et de mettre de l'eau, ça équilibre le pita des yeux et c'est un super entretien des yeux. Hein, nous, on fait ça avec mon Oui, épouse bien tous les sûr. jours, tous les jours. Et des fois, on le fait même le soir avant d'aller se coucher. Et c'est vrai que pour les yeux, c'est vraiment un super exercice. Super Et puis soin. c'est assez simple, c'est vrai, c'est une bonne idée. On peut tout à fait se rincer les yeux régulièrement, juste avec de l'eau. On peut aussi se splatcher, hein, de l'eau fraîche sur les yeux et puis on ouvre pour qu'il y ait un petit peu d'eau qui rentre dans l'œil. Ça les rince et ça peut être très utile s'ils sont pas très clairs ou même s'ils sont trop secs. Si on est à une allergie, ça aide aussi. Alors, comment s'appelle la toxine des œufs fécondés? Je n'ai pas trouvé sur Internet. Alors, c'est soit la ptyaline, soit je l'ai plus en esprit, je suis désolé. C'est soit la ptyaline, soit la phthaline, enfin, c'est un nom comme ça. Donc, j'ai pas cherché, je suis désolé. Mais on va le noter puis on va chercher. Est-ce intéressant pour la santé de consommer le germe de l'ail ponctuellement? J'en consomme très rarement, volontairement, pour qu'il soit efficace en cas de maladie ou faiblesse. Le germe de l'ail. Moi, j'ai une petite réponse de Raju, mais je ne sais pas si tu as un point de vue là-dessus, Non, moi j'ai aucun point de vue, j'ai jamais entendu ça. Bon, c'est vrai qu'on peut conseiller éventuellement de prendre de l'ail, mais du germe de l'ail, non, ça fait pas partie des. Alors, le docteur Raju dit surtout pas. Il raconte une très jolie histoire. Il dit que, alors ça on trouve ça dans les Puranas, qui sont des textes védiques. Il raconte comment, dans un combat entre les forces du bien et les forces du mal, il y a quelqu'un qui s'empare du nectar d'immortalité. Et puis, dans le combat, il y a une petite goutte du nectar qui tombe, mais une goutte du sang de quelqu'un qui était plutôt négatif. Donc les deux tombent dans le sol et il dit, savez-vous ce qui pousse ça à cet endroit? L'ail. Et donc l'ail est fait de positif, de lumineux et d'obscur, hein, de choses moins jolies. Et dans les choses moins acceptables, c'est le germe. Et il dit il faut préparer l'ail de façon à enlever l'aspect négatif de l'ail, hein, ce qui fait par exemple qu'on a du mal à le digérer, qu'il a fait des renvois et tout ça. Ça, c'est le côté négatif. Il dit en fait, on le fait revenir dans un peu de beurre clarifié. Et une fois qu'il est revenu un petit peu de beurre clarifié, on le met dans le lacis, c'est-à-dire un petit mélange de yaourt avec de l'eau. Hein, on mélange un peu de yaourt et de l'eau, on met l'ail dedans, on le garde au frais pour la nuit et on le mange le lendemain. Et là, il est complètement sadvique, complètement purifié. Voilà, docteur Adjo. Et d'autres védias, moi j'ai souvent entendu en tout cas le fait de purifier l'ail en le faisant revenir dans du ghee, dans du beurre clarifié. C'est en général ils commencent toujours par ça avant de prendre de l'ail parce qu'en fait les védias souvent mangent de l'ail. Beaucoup de vertus. Hein. Alors, le bicarbonate de sodium, est-ce bon pour la santé? Ça fait pas partie clairement des aliments primordiaux. Je penserais plutôt pour la santé à des
des aliments simples, frais, venant directement de la nature. J'ai pas d'expérience avec le boire du bicarbonate de sodium. Il y en a beaucoup qui font ça maintenant pour être moins acide, mais je pense qu'il vaut mieux bien méditer et lutter contre le stress pour être moins acide que de prendre du bicarbonate. Mais qu'est-ce que tu en Occasionnellement. penses? Occasionnellement. Faut pas en faire une habitude quotidienne, dans tous les cas, hein. C'est sûr, hein, parce que ça a des effets secondaires, hein, à la longue, hein. Mais Sophie a raison, c'est une bonne hygiène de vie, ça peut éviter l'acidité. Pour la vitamine B12, étant végétarien, seule la spiruline m'apporte cela. Je viens de découvrir que la vitamine D pourrait annuler l'assimilation de la B12. J'ai l'impression que c'est assez juste vu le dernier bilan sanguin. Est-ce que cela vous paraît authentique? Moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Sophie, Moi non plus. entre B12 et D? Entre B12 et B12 Ouais, et vitamine D, j'ai jamais entendu qu'il y avait un problème quelconque. ouais. Bon, moi je note et puis Je connais beaucoup de gens qui les prennent en même temps ouais, je note et puis on va et regarder. ça marche quand même. La spiruline apporte beaucoup d'autres éléments nutritifs, dont les protéines, parfait pour les muscles et les pratiques sportives. Pour l'instant, je suis à 1 kg par mois et je la consomme avec beaucoup d'épices ou algues ou crème de cajou, amandes, millet, crudité ou fromage, frais de chèvre. Goût différent à chaque fois et on peut jouer avec la texture comme la spiruline fraîche. Ok. Ouais, c'est un bon complément alimentaire, la spiruline, hein. J'ai rencontré une des personnes qui était les premiers à produire la spiruline en France. C'est un monsieur qui habite dans ma région là. Et il me disait d'être très vigilant. Il me dit, il y a vraiment des qualités différentes de spiruline. Et il faut vraiment être sûr de la production, de la qualité de l'eau dans laquelle c'est produit. Enfin, il y a vraiment des critères. Il m'a cité un certain nombre de critères. Il m'a dit, renseignez-vous bien avant d'acheter la spiruline pour être sûr qu'elle est vraiment de bonne qualité. En France, on en trouve de la très bonne. Bonsoir toutes et tous. Concernant l'eau chaude, est-ce que le fait de ne boire que de l'eau chaude toute l'année peut entraîner une déminéralisation du corps? Merci pour ce cours très inspirant, Diego Dev. Ça, c'est Niki. Sophie? Oui, c'est une question qui revient souvent. Euh, Oui. je pense que c'est une question d'éviter les excès. C'est sûr que si on boit 7 litres d'eau par jour, déjà chaude ou pas chaude, ça va probablement perturber l'assimilation des minéraux, ça c'est clair. Et quand on dit boire chaud, ça ne veut pas forcément dire brûlant. Ça veut dire aussi boire à une température euh, confortable. Et puis, il faut éviter de boire des très grosses quantités en plein milieu du repas pour pas perturber aussi la digestion et l'assimilation. Mais je pense pas qu'on puisse dire directement l'eau chaude va perturber la déminéralisation. Si on la prend en quantité modérée, à une température modérée, et si on évite de trop boire pendant les repas, euh, on, on peut boire, on a plutôt quand même tendance à boire pas assez que trop hein, dans l'ensemble. Et voilà. La nuance entre la cure d'eau chaude et boire chaud, c'est ça, hein. Sophie, elle est en train de mettre le doigt sur ça. La cure d'eau chaude, on l'avait dit, hein, on fait bouillir l'eau, bien 5 à 10 minutes ou 15 minutes si c'est Vata ou Pitta ou Kapha, 5, 10, 15, et on boit des petites gorgées, très souvent, c'est-à-dire toutes les demi-heures, pendant un certain temps. Mais ça, on ne fait pas ça pendant 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans, hein. Donc, c'est vraiment une cure. Par exemple, on a de l'AMA, on se sent lourd, on digère mal. On peut faire une petite cure 8 jours, 10 jours, 15 jours, hein, un peu plus chez CAFA. Mais après, l'eau chaude, c'est pas comme la cure d'eau chaude. Voilà, je pense que c'est bien que tu aies apporté ce point, Sophie, parce que c'est vraiment important. Bonsoir, doit-on. Alors, oui, Sophie a noté l'adresse pour le training en Ayurveda Maharishi, hein. Bonsoir, doit-on rechercher une perturbation du prana en cas de sinusite, par exemple? Oui, bah c'est sûr qu'en cas de sinusite, le prana est perturbé. Tout ce qui est, c'est juste mécanique, hein. Le prana, c'est comme la respiration. On respire essentiellement par le nez. Donc, si on a une sinusite et puis que tout l'ensemble de cette zone est bloqué, forcément que l'énergie portée par l'air va pas être optimale. Donc, oui, il y a une perturbation du prana en cas de sinusite. Une petite technique pour les sinusites. On fait des inhalations avec le fameux 634, l'aroma.
hein, on fait une bonne inhalation. Commence par une goutte, puis une fois que 1 ou 2 minutes, si on voit que c'est plus assez fort, on peut rajouter une petite goutte, etc. On peut faire ça pendant 5 à 10 minutes. Et ensuite, on met ce qu'on appelle le nasal drop, c'est Nasiamap chez les Italiens, Nasiamap, et on met 1 ou 2 gouttes dans chaque narine, et on fait une petite respiration rapide, bien diffusée. Et ça peut aider pour dégager les sinus, hein. Ça peut aider. Il ne faut pas que ça soit complètement bouché, mais si on sent qu'on commence à s'encombrer un petit peu, ça peut aider, hein. Ça s'appelle un mini nasia. Nasia, oui, un Pratimosh Nasia, ils disent. Et c'est vrai, on peut le faire même plusieurs fois dans la journée et c'est à titre préventif, justement pour les problèmes de sinusite chronique, c'est vraiment très très bien. Alors, comment interpréter les intolérances aux odeurs artificielles, produits chimiques caractérisés par des maux de tête, intolérance à la lumière, voire une fièvre, quelques solutions. Nasiam. Ça, c'est Pierre, ouais. Ouais, effectivement, hein. Moi, je suis très sensible. Quand il y a, comment dire, la sensibilité, ça dépend des tempéraments, mais quand on est très sensible aux odeurs, bon, c'est mon cas, si j'arrive dans un endroit où il y a un parfum, je suis derrière quelqu'un qui a un parfum chimique en général, il y a des molécules chimiques, c'est mal à la tête, c'est immédiat, hein. Et donc je sais que là, je change de trottoir ou je change de région, je respire un autre air, parce que de toute façon, il Ça n'y va a pas mieux. vraiment grand-chose à faire pour ça, c'est parce que le système réagit très vite. Moi, c'est mon cas, ça réagit très vite. Une odeur de tabac, j'ai pourtant été fumeur, une odeur de tabac, c'est immédiat, mal à la tête. Donc hop, je change d'atmosphère. On n'a pas vraiment de remède pour ça parce que c'est plutôt une sensibilité, une réaction du corps, enfin, pour moi, une réaction du corps naturelle à quelque chose qui est pollué. Voilà. Donc c'est plutôt un bon signe. Et je pense que là, l'idée d'avoir une technique de méditation ou de pranayama qu'on fait très régulièrement va aider parce qu'elle va renforcer le système nerveux, doucement mais sûrement, et ça peut permettre de peut-être d'être un petit peu moins hyper réactif. Et le nasia, en fait, je le recommanderais pas forcément dans ce genre de problème parce que là, c'est pas un problème que c'est bouché ou que ça circule pas, c'est plutôt que ça circule très très bien et on est très sensible. Donc, c'est pas forcément le moment de nettoyer. Véronique qui a levé la main. Super, Véronique, on n'avait pas vu. Excuse-moi. Ouais. J'en prie, Dominique, bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on peut poser toutes sortes de questions pendant ces moments-là, pas forcément sur ce que vous avez choisi comme sujet? Est-ce que Alors, c'est... on essaye de rester dans le contexte parce que sinon, Eh oui, on c'est très peut large. parler de tout l'univers. C'est ça, c'est ça. On essaie de rester Non, dans le c'est vrai, c'est une contexte. bonne remarque. C'est une bonne remarque. Ce serait quand même mieux pour les questions de rester Sur le dans le, sujet. dans le thème qui a été développé aujourd'hui. D'accord, alors je vais essayer d'y rester. Qu'est-ce que vous pensez d'une narine qui se bouche en mode le corps couché, alors que les deux narines sont ouvertes en mode debout, et Hmm. puis soudain ça change. Qu'est-ce qui peut se passer si la personne n'a pas eu un problème d'opération et qu'on lui a foutu des trucs dans le nez qui ont abîmé sa cloison nasale? Qu'est-ce que Qu'est-ce que c'est le principe d'une narine qui se bouche en mode allongé? En mode coucher, c'est assez normal, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font cette expérience parce que quand on se couche, il y a tous les liquides qui sont répartis sur tout le corps. Il y en a énormément, une grosse proportion. Je sais plus, j'avais lu une fois le pourcentage, ça m'avait vraiment effaré. Une énorme proportion des liquides du corps qui remontent vers la tête. Donc il y a beaucoup de kapha qui remontent vers la tête dans la nuit puisqu'on reste allongé pendant longtemps et qu'on bouge pas. Et si en plus on dort toujours du même côté, ces liquides vont s'accumuler d'un côté et c'est ce côté-là qui va être bouché. Puis vous allez voir si vous réveillez qu'il y a une narine bouchée, ben vous tournez de l'autre côté, puis après un moment, ben ça va être l'autre narine qui va être bouchée. Ça prouve quand même qu'il y a un peu d'amas et qu'il y a trop de kapha, qu'il faut faire vraiment attention à ce que vous mangez le soir, ça diminuera ce genre de problème. Puis pour éviter ça aussi, ce qu'on peut faire, c'est dormir la tête ou le haut du corps un petit peu surélevé pour que les liquides bougent moins vers le haut. Merci Ça me fait beaucoup. penser à quelque chose. Euh, Est-ce que vous avez remarqué en fait qu'on respire en général que d'une narine à la fois, Oui, hein? C'est-à-dire qu'en fait, là, on ne respire pas avec les deux narines en même temps.
On respire avec une narine, et puis c'est un peu comme la marée. Au bout d'un certain temps, c'est l'autre narine qui respire. Et puis on le sait quand on est enrhumé, par exemple. Parce que une fois, c'est une narine qui est bouchée, après c'est l'autre. Ça, c'est quand on est debout. C'est intéressant. Et dans le sens de ce que dit Sophie, si vous dormez toujours du même côté, l'amas va se retrouver de ce côté-là. Vous avez des problèmes, beaucoup plus de problèmes de santé du côté où vous êtes toujours couché, parce que l'amas dans la nuit va plutôt aller du côté où on est couché. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. En général, les douleurs sont souvent du côté où on dort. Oui, oui. Donc Merci. c'est intéressant de tourner. J'avais deux autres questions, mais comme elles ne sont pas en rapport avec le prana, ben, j'attendrai. Excellent. Alors, comment interpréter les intolérances? On a vu. Comment régler un problème de constipation du cou? Là, il y a beaucoup de choses. Boire davantage, c'est la première chose. Bouger suffisamment, ça peut être une autre chose. Euh, Éviter le stress, c'est aussi quelque chose, parce que quand on est stressé, on a tendance, surtout si on a beaucoup de vata, à plutôt bloquer les intestins. Les pittas vont réagir différemment en ayant au contraire plus d'élimination. Et puis évidemment, dans l'alimentation, il y a beaucoup de choses qui jouent. En général, il faut favoriser tout ce qui est légumes verts cuits et les fruits qui vont favoriser l'élimination, puis éviter tout ce qui est farine blanche, pâte blanche, riz blanc. Il faut plutôt prendre à ce moment-là des produits semi-complets, par exemple, si on arrive à les digérer. Et on a notre fameux trifala. Et puis après, il y a des plantes, voilà, exactement. Des plantes qui peuvent aider. Alors le trifala, il y a juste une petite précaution. Il y a des personnes, il vaut mieux, parce que c'est un peu asséchant, ça peut être un peu asséchant, il vaut mieux le mettre soit avec un petit peu de ghee ou un peu d'huile d'olive pour prendre le comprimé. Vous le trempez dans le ghee, dans l'huile d'olive, et vous le prenez comme ça avec un peu d'eau chaude. Des fois, ça aide un peu à faire enlever ce côté un petit peu asséchant. Ou éventuellement avec un grand verre d'eau, ça peut aussi, avec un grand verre d'eau, ouais. Ça peut aussi aider. Puis vérifier que dans l'alimentation, ce ne soit pas trop sec aussi. Pendant plusieurs années, après avoir attrapé le Covid, j'avais du mal à avaler. Je m'étouffais à tous les repas et parfois même en dehors des repas. J'ai toussé pendant un an sans raison. Kudzu a fait disparaître ce symptôme. En quelques jours, Kudzu rééquilibrerait Udanavata, sans doute, puisque ça a fonctionné. Quoi, Kudzu? Kudzu? Oui, Qu'est-ce que c'est une plante, toi tu connais, non? Non, je ne connais pas, Ah, justement. tu connais pas. C'est la plante qu'on utilise pour les addictions en général. Ah oui, tu en avais parlé l'autre fois, oui. Ouais, on utilise beaucoup pour les addictions. Qui est inclus dans les produits ayurvédiques anti-addiction. Anti-addiction. Et donc là, c'est intéressant. Hein. Alors, je ne pourrais pas te répondre, Pierre, sur l'efficacité du kudzu sur Udana, mais si tu en as l'expérience, c'est que ça a fonctionné. On découvre des fois des fonctions de certaines plantes. Moi, je me souviens d'une plante, d'une préparation pour les calculs rénaux. Et j'avais une dame en Martinique qui avait un problème vraiment, elle devait se faire opérer pour un problème de perte urinaire. Et intuitivement, comme ça, je lui dis, ah tiens, tu devrais prendre ça, c'est le 233, tu devrais essayer ça. Et c'était vraiment intuitif, quoi. C'est-à-dire que je sentais qu'il y avait quelque chose de juste, elle fait ça, elle me rappelle une semaine après, elle me dit, terminé, je ne fais plus d'opération, plus rien, j'ai plus de fuite urinaire. Et c'est vraiment un produit extraordinaire pour ça. Hein, pour les dames, je lui dis, hein, quand on commence à avoir des fuites urinaires, bon, les hommes aussi, hein, ça arrive aussi, ça s'appelle EMA 233 et le nom italien. Isabelle, tu te souviens du nom italien? 233 ou 232. EMA 233. C'est 233, tu veux dire. Oui, 233. Tu te souviens du nom italien? Tu peux le rechercher, Isabelle? Comme ça, on pourrait le mettre dans Maharishi Practitioner, si tu peux le retrouver. Je ne sais plus, je ne sais pas si c'est pas Sérénimap, j'ai un petit doute. Mais ça t'embête de regarder? Vous reprenez tous les produits en Italie, pas Maharishi Ayurveda Product Hollande? On a du mal à trouver les autres produits, on ne peut plus les avoir par l'Angleterre. Mais par la Hollande, par Maharishi Ayurveda Product Europe.
Oui, mais Normalement, ils peuvent envoyer en France, on a eu pas mal de complications. pas mal de complications. Ouais, on a eu pas mal de complications, je t'expliquerai. Ok. Mais c'est pour ça on passe par des pharmacies italiennes qui sont très, très fournies en produits. Et on arrive à s'arranger Dans le comme ça. produit. C'est juste qu'ils sont moins complets. Il faut quand même savoir que les produits italiens, il y a pas mal de plantes qui Certains. manquent, Ouais, qui ne je sont pas regarde autorisées. disons que suivant les pays, il y a des plantes qui ne sont pas Ouais. autorisées. On Et avait ça puis, aussi un il peu. y a qui manquent après. Pendant plusieurs années, donc, ok. Euh, Dans le cas des palpitations, Dominique, tu as dit que le prana avait du mal à circuler. Comment favorise-t-on la circulation du prana? Je pense qu'on a un peu répondu, hein, Sophie a bien répondu. L'activité physique aérée, la méditation, le yoga, qu'est-ce qu'on a Le vu encore? pranayama, L'alimentation, les boissons, voilà, le tout ça. pranayama, il y avait le pratimarthanasya, cette goutte dans le nez que tu fais comme tu as décrit. Hmm. Alors, pas indiqué de prendre un traitement hormonal en continu lors de la ménopause, même avec les bouffées de chaleur et de fatigue. Je te laisse répondre, Sophie. Non, ben là, il faut vraiment en discuter avec votre spécialiste. Ça dépend. Si c'est juste quelques bouffées de chaleur et de la fatigue, c'est pas forcément nécessaire. Avec l'Ayurveda, on peut faire beaucoup. Bon, après, il y a d'autres femmes qui ont d'autres symptômes à la ménopause qui sont parfois vraiment très handicapants et puis qui, avec le traitement hormonal, ça va beaucoup mieux. Mais je pense que la plupart des choses, on peut vraiment essayer avec l'Ayurveda. On a vraiment des très bons résultats. 938, 939, Oui. ouais, 680, moi, 690 aussi, qui est pas mal. 190. Il y a des bouffées de chaleur en particulier. Alors, pour un profil Vata, quelle alternative pardon, pour un nez bouché depuis plusieurs années et qui coule au-delà de l'utilisation d'eau salée dans le nez pour un nettoyage matinal? Merci, là oui. Là, quand c'est chronique comme ça veut dire qu'il y a un problème de fond, hein. Pour moi, un nez bouché, on regarde Agni, digestion et transit. Première chose à regarder. Est-ce que ça fonctionne bien au niveau de la digestion? Ça fonctionne bien au niveau du transit? En général, c'est de la mare, hein. C'est-à-dire que c'est souvent le souffle d'en bas qui remonte, qui vient bloquer, qui empêche la circulation et donc ça fait production de mucus. Donc souvent, problème digestif, dans 90% des cas, problème digestif et problème d'élimination, hein. Ça, c'est vraiment, faut vraiment, il faut vraiment, pour moi, là, il y a vraiment l'occasion de prendre une consultation parce que il faut aller vraiment voir la cause. Il peut y avoir plusieurs facteurs, mais hein, ça peut être un environnement malsain, hein, tout simplement aussi, hein. Mais disons, en règle générale, il y a un problème digestif. Faut voir au niveau alimentaire, est-ce qu'il y a beaucoup de produits lactés, est-ce qu'il y a, enfin voilà, il y a vraiment, faut aller creuser un petit peu là. Ça pourrait être aussi des muqueuses qui sont trop sèches, par exemple. Et ça peut favoriser aussi cette sensation de nez bouché. Je voudrais juste dire que moi, dans un cas comme ça, si c'est vraiment chronique, ben, je n'utiliserai pas d'eau salée dans le nez pour le nettoyage matinal parce que ça peut devenir irritant. Je pense que ça vaudrait le coup d'arrêter ça pendant deux, 3 semaines et puis voir ce que ça donne. Oui, parce que s'il y a irritation des muqueuses, il y a production de mucus, et On effectivement, réagit contre et puis finalement on nettoie encore plus et puis ça réagit encore plus. Peut-être faire une pause et puis voir un peu. comment on utilise, ben voilà, le 634, le fameux aroma. Comment on l'utilise? On peut l'utiliser en diffusion, on peut l'utiliser une petite goutte sur la langue, on peut l'utiliser en inhalation, on peut l'utiliser sur la peau. Il présente vraiment. J'ai jamais vu quelqu'un d'allergique au 634, hein. Franchement, en Si, 30 ans. moi je connais pas mal de gens qui réagissent au C'est vrai? 634. Ah oui, ben Ouais. là on voit que c'est là qu'on voit que tu as pas mal de cafards. Non, il est sur la peau, il y a beaucoup de gens qui réagissent avec le 634 sur la peau. Enfin, moi, c'est mon expérience. Ah, Donc, je dis toujours de faire un petit peu attention. Il n'est pas vraiment fait pour être mis sur la peau d'une manière régulière, mais peut-être pour des situations aiguës, mal de tête ou quelque chose comme ça. On en met sur les tempes, par exemple, bronchite, on l'applique au niveau de la poitrine, des choses comme ça. Mais si on ne le tolère pas, ben, soit il faut le diluer avec de l'huile de sésame, soit il faut trouver autre chose. Mais on peut l'utiliser en général en inhalation, on le tolère très bien. Il faut juste ajuster les doses. Comme dit Dominique, on commence par une goutte, puis on voit un peu comment on le tolère.
C'est assez fort, hein, c'est hyper concentré. Ouais. Et ça marche très très bien. J'ai une amie, hein, c'est une amie, elle a vu que ça marchait pour tout, 634, elle a dit, parce Mm. qu'elle l'utilise pour les douleurs, elle l'utilise pour les maux de tête, elle l'utilise pour plein de choses, les rhumes, tout ça. Puis un jour, elle s'est brûlée, elle avait eu 634, moi j'aurais pas osé faire ça, hein. Elle avait eu 634, elle a mis sur la brûlure, elle m'a dit, c'est incroyable. La brûlure a disparu immédiatement. Immédiatement. Elle n'a plus de brûlure, plus de sensation, et la rougeur est partie très vite. Et là, je me suis dit, bon, encore pour le 634, c'est un atout supplémentaire, on peut essayer. Il faut faire très attention quand on le manipule, de ne pas s'en mettre sur les doigts et de ne pas s'en mettre dans les yeux. Parce Dans les que, yeux, en ouais. général, ça coule sur les doigts et si on ne se les lave pas ou qu'on en met dans les yeux, ça brûle plusieurs minutes. Donc, quand on le manipule, c'est bien quand même de se laver les mains après. Ou alors, il faut faire attention. L'eau revitalisée avec l'anneau Vortex, c'est Loïc Sallet d'Amilo. Oui, c'était une réponse à comment purifier l'eau. Il y a plein de systèmes, hein. Nous, on utilise la double membrane de céramique, c'est super, ça fait une eau. Enfin, et puis après le vortex, le double vortex. Mais il y a plein de systèmes, hein. Il y a plein de systèmes. Il faut aller voir sur Internet ou renseigner. Peut-être, tu connais un système particulier, Sophie, pour Non, ça? non, je ne connais pas vraiment. Hmm. Pour un profil Vata, comment expliquer et quelle alternative lorsqu'on se sent toujours déshydraté, même lorsqu'on s'hydrate régulièrement avec de l'eau chaude? Ah, ah. Moi, je mettrais prendre plus de ghee. Pas Oui. oublier d'avoir suffisamment de graisse parce que l'eau c'est une chose, mais la graisse en est une autre. Et pour protéger l'intérieur, l'extérieur et hydrater, lubrifier, il faut aussi quelque chose de huileux. Et bon, le ghee par exemple, ça marche bien, mais on peut utiliser bien sûr les huiles aussi, mais le ghee hydrate mieux. Oui, c'est très juste. Ouais. Alors, depuis quelques années, lorsque je pratique l'AMT, je respire très très faiblement. Il m'arrive de me demander si je ne vais pas arrêter de respirer. Une belle expérience à chaque fois. Et oui, hein. Excellent. Oui, hein, parce que pourquoi est-ce qu'on la respiration s'apaise, voire s'arrête pendant la méditation? C'est parce qu'en fait, le métabolisme diminue considérablement et donc le besoin d'oxygène se réduit complètement réduit. Et à un moment donné, quand vraiment on a un niveau très 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 profond, quand on transcende, le souffle peut s'arrêter complètement. Et on ne manque pas d'oxygène pour autant. Très très belle expérience, Pierre. Que dire sur les règles douloureuses? Pourquoi et propositions de résolution? C'est un problème de vata, hein. Les douleurs en général, c'est toujours un problème de vata. Donc, c'est bien pour éviter les règles douloureuses de regarder peut-être dans son style de vie aussi le reste du cycle. Est-ce qu'on ne fait pas des tas de choses qui vont déséquilibrer le vata? Moi, je commencerai par ça. Et puis après les jours de règles, faire tout pour abaisser le vata, manger chaud, boire chaud, se reposer suffisamment, éventuellement mettre une compresse chaude ou des choses comme ça sur le ventre. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour les règles douloureuses. Mais enfin, je pense qu'on peut commencer déjà par regarder est-ce qu'il n'y a pas une situation vata comme terrain de base. Probablement que oui. Puis bien éviter la constipation les jours avant les règles et au début des règles parce que juste avant les règles, le vata a tendance à se bloquer un petit peu. Donc il faut... Véronique, tu voulais poser une question, hein? Pardon? Je crois que Ah oui, Véronique voulait Véronique. poser une Oui. question. Ton Oui, micro? beaucoup. Ah oui, voilà. Euh, Qu'est-ce que vous pensez d'une personne qui écoute tous ces conseils que vous donnez et ne les met pas en application? C'est-à-dire quelqu'un qui aurait un blocage et qui n'arrive pas à se mettre en action pour, voilà, pour profiter de ces Changer. conseils. Ça, c'est une petite chose de blocage ou dans la psyché et dans la physiologie qui empêche de passer à l'action. Et Hum. ça se prête C'est aussi quand on vient oui, voir un c'est médecin. intéressant comme question parce que effectivement, il y a
Il y a plein de bonnes raisons. On dit des fois le karma. Le karma nous empêche d'aller plus loin. Le jour où on en sort d'un certain karma, on se dit, ah bah tiens, ça va beaucoup mieux. Donc ça, c'est vrai que ça peut jouer. Et donc, il y a des, dans la Ayurveda Maharshi, il y a ce qu'on appelle la technique des yagya qui permet justement de libérer certains blocages liés au karma. Ça, c'est une technique. Et puis, il y a aussi le fait de ne pas vouloir tout faire en même temps. C'est très important. Sophie en parle souvent. On commence par un élément. Par exemple, on se dit, allez, je fais un petit cure de chaude. Point final. Le reste ne change pas. Et le fait d'avoir mis l'eau chaude, petit à petit, ça va commencer à débloquer un peu la main, ça va commencer à améliorer la digestion, le transit, tout ça. Et on va peut-être pouvoir intégrer une deuxième chose. Il faut commencer progressivement. On a tous connu ça, hein, des moments où il y a tellement d'informations, on ne sait pas par où commencer. Donc on commence par une, puis deux, puis voilà, tout doucement. Ça, c'est une idée. Tu voulais rajouter quelque chose sur le sujet, Sophie? Non, pas vraiment. Enfin, ça me rappelle juste quelque chose que me disait un média que quand on arrive plus vraiment à faire ce qu'on sent qui est bien pour soi et que on fait des tas de choses qu'on sait très bien qui sont pas bonnes pour soi, c'est en général le signe que c'est le moment de faire un panchakarma. On y voit plus clair. C'est comme si la communication entre le mental et le corps est déconnectée. Et le mental, il sait, mais le corps, il suit pas. Et une des méthodes, quand on peut le faire, c'est de faire un panchakarma. Mais sinon, bien sûr, comme dit Dominique, on commence très simple, tout simple, une petite chose qui paraît facile à faire, on ne se complique pas, on ne se stresse pas pour ça. Et puis on avance comme ça, petit à petit. Merci à tous les deux. Yeux, diabète, puis-je utiliser l'huile de ricin, le ghee, car douleur au fond de l'œil que je ressens la nuit pendant le sommeil. Effectivement, le ghee peut être apaisant, hein, s'il y a une douleur au niveau des yeux. Et puis pensez à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire mettre de l'eau dans la bouche le matin, et puis le soir, et la garder pendant un bon moment, et puis baigner les yeux avec mais pas une eau glacée, hein, une eau moi je dis toujours, Fraîche mais pas froide, ouais. voilà, fraîche mais pas froide. Très bien. Dans diabète, je ressens douleur dans les dents la nuit pendant le sommeil. Mm. Oui, Il y ça a peut. probablement une petite contraction, j'imagine, au niveau des mâchoires. Non. Donc, voilà, je pense que c'est plutôt lié au stress qu'au diabète en soi. Se relaxer, on peut se jeter peut-être d'huile essentielle avant de se coucher, mettre à côté de soi quelque chose qui nous relaxe pour arriver à avoir un sommeil plus détendu. Petit gant douche Et avec gants l'huile de douche le sésame. matin au réveil, excellent. Hum, Mm. hum. Masser les gencives avec de l'huile de sésame. Mm. Peut-on se nourrir exclusivement de fruits, hein? Voilà, Bah, c'est il y a toujours énorme- pareil. Pas oui, d'excès, vas-y. c'est pas qu'il faut manger des kilos de fruits. Euh, et est-ce qu'on peut se nourrir exclusivement de fruits? Bon, je le conseillerais pas, ça peut créer à la fin des déséquilibres aussi. Mais voilà, même les bonnes choses, si on en abuse, si on en prend vraiment trop, ça finit par plus être complètement, complètement positif. Donc toujours en équilibre, hein. Pas d'excès. Après mes cours de micronutrition, il n'y a aucune interaction entre la vitamine B12 et la vitamine D. Voilà. Oui, c'est ce qu'on Donc disait. ça, c'est Amélie qui nous dit cela. Merci Amélie. Est-ce que les champignons sont utilisés en Ayurveda? Euh, Damas. ouais, je sais pas quoi Oui. répondre parce qu'en fait, c'est pas très classique, hein. Les champignons sont pas considérés comme sattviques, support de vie spirituel. Donc en général, la plupart des produits ayurvédiques, il n'y a pas de champignons. Maintenant, je me souviens que pendant un moment, j'étais à Vlodrop et on traitait un invité spécial qui était vraiment un peu entre la vie et la mort. Et Maharishi lui-même nous avait demandé d'utiliser des champignons. Il y avait une médecin russe qui connaissait ça. Et nous, on était très réticents, hyper réticents, je dirais. Et du coup, il avait dit à tout le monde, tous les gens qui étaient à Vlodrop, de prendre ces champignons tous les jours pour voir ce que ça donne.
Voilà. Enfin, c'est pour dire que ça peut être utilisé, il faut savoir ce qu'on fait. Moi, je connais pas, j'ai pas d'expérience directe avec ça, mais c'est pas forcément stupide. Il y a peut-être dans certaines préparations, il y a peut-être, hein, moi j'en ai pas, à ma connaissance, je n'ai pas cette information. Nous, la connaissance qu'on donne, c'est surtout en règle générale, les champignons, euh, c'est un aliment qui augmente ta masse dans l'esprit, c'est-à-dire la lourdeur, hein. Donc voilà. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'en mange pas, mais il faut savoir qu'à côté, il faut vraiment des aliments très sattviques pour créer un peu d'équilibre. Panchakarma, jusqu'à quel âge peut-on le faire, Panchakarma, après AVC? En fait, on peut faire de Panchakarma toute sa vie, mais il y a des traitements qu'on ne fera pas à partir d'un certain niveau d'énergie. S'il n'y a pas assez d'énergie, s'il y a de la, comment dire, si la personne âgée avec une grande faiblesse, on fera peut-être des massages, des shirodhara, des choses très très douces comme ça. On ne fera peut-être pas les grands lavements, hein. Donc il y a effectivement, on peut faire panchakarma toute sa vie, mais suivant le niveau d'énergie, on fera certains traitements et pas d'autres, hein. Pourriez-vous rappeler le nom et l'utilisation de l'huile pour les sinusites, pardon. Il y avait le MA 634, qui est cette huile avec du camphre, de l'eucalyptus et de la menthe qu'on utilise plutôt pour les inhalations. Et puis il y avait, tu parlais je ne connais pas le nom italien, mais ce qu'on appelle le MP16, qui est une huile médicinée qu'on utilise en mettant une goutte dans chaque narine plusieurs fois par jour. Et c'est ce qui va s'appeler Nasiamap. Nasiamap. Voilà, j'ai mis sur le chat. Aromap et Nasiamap. Alors, est-ce possible de faire une détox de l'ama sans passer par la cure de Panchakarma? Oui, bien sûr, on peut faire une petite détox. Et on va certainement faire une, enfin, je suppose, il faut que je vois avec les organisateurs au niveau national. Pour le mois d'avril, en général, on fait au mois d'avril une petite détox. Ça ne remplace pas un Panchakarma. Alors, avec Sophie, on a fait 30 ans, on a donné pendant 30 ans des cures de Panchakarma. Je peux vous dire que ça ne remplace pas un Panchakarma, mais ça fait du bien. Ça fait du bien, ça allège. Et puis, bon, si la finance, on a moins de finances, ça peut être un bon moyen quand même de maintenir sa santé. Alors, quel bain de pied puis-je faire tous les soirs pour défatiguer mes pieds avec neuropathie? J'ai bien les bains de pied à l'huile de ricin pour s'il y a un problème inflammatoire ou c'est un problème de dégénérescence ou c'est un problème vata ou pitta ou kapha au niveau des pieds. L'huile de ricin est vraiment, vraiment étonnante avec un petit peu de Golterie, mais ça dépend de la pathologie. Et puis, je sais pas, tu as d'autres pratiques, Sophie, pour les bains de pied le soir? Non, ça peut se faire avec des huiles essentielles. Il faut voir s'il y a un problème de circulation, par exemple. Ce qui est pas mal, ça peut être le genièvre, par exemple. Ça peut être assez intéressant. Ou des choses qui stimulent un petit peu la circulation dans les pieds et les jambes, comme le cyprès, les choses comme ça. Quelques gouttes qu'on peut mettre dans un bain de pied le soir. C'est assez régénérateur. Ouais. Quel est le meilleur moment pour manger des fruits? Hors des repas. Le docteur Adjou disait 10h, 16h, manger les fruits. Pas pendant les repas, pas à la fin ni au début, parce que ça fermente et c'est pas idéal. Donc lui disait 10h, 16h. Les fruits doux l'après-midi, les fruits toniques le matin. Donc ça, c'est une hôpital ayurvédique France. Avez-vous des nouvelles? Oui, Odile, excuse-moi, je t'ai pas répondu. Pour l'instant, on est un peu en stand-by parce qu'il y a un besoin de formation supplémentaire et puis de trouver un lieu. Donc, ça travaille. On n'a pas encore vraiment d'éléments très concrets, mais on a toute notre conscience, toute notre attention dessus, Odile. Les comprimés de Triphala se croquent ou s'avalent avec de l'eau? On peut tout essayer.
Moi, je conseille plutôt de les croquer. C'est mieux parce que ça permet d'aller, ça agit plus fort, plus vite, mais c'est extrêmement astringent. Comme on disait, l'astringent, c'est comme une banane pas mûre. Tout le monde ne peut pas croquer les comprimés de Trifala. Puis en général, si on en a croqué un, bon, on n'en croque pas deux. Mais ouais, moi, je conseille d'essayer de le croquer, puis on voit ce que ça donne. On s'habitue quand même avec le temps. Sinon, on peut éventuellement avaler avec de l'eau. Mais il faut pouvoir avaler aussi, parce que c'est des comprimés un petit peu gros, qui sont un petit peu rugueux. C'est pas si facile que ça. Il y a aussi des gens qui préfèrent le croquer plutôt que d'avaler. Les deux sont possibles. Alors, si on souhaite une consultation, comment vous contactez pour prendre le rendez-vous? Sophie, tu mets tes Je coordonnées? remets mon email. Hmm. Donc, Moi, je vais mettre mon téléphone. voilà, le plus simple, c'est de nous envoyer un mail et puis on peut essayer d'organiser une consultation par vidéo. C'est toujours plus simple de parler, hein, parce que par email, bon, ça va, ça vient, Hmm. c'est souvent moins confortable. Alors, il y a Odile qui a fait, qui donne un témoignage. Après un AVC, j'utilise les récitations 40 aspects. Mais combien de temps faut-il les écouter? Ben, en général, les 40 aspects, ça dure 40 minutes, je crois. Donc, si on est courageux et qu'on a le temps, on peut faire les 40 aspects. C'est extraordinaire, cette récitation. Les 40 aspects, pour les personnes qui ne connaissent pas, on les trouve dans l'application Veda App, dont on a déjà parlé. Veda App, qui est une petite application, ça revient à 3,99 € par mois. Et vous avez tous les textes védiques, enfin, énormément de textes védiques pour la santé. Il y en a pour plein de choses, pour vivre heureux, pour être plus centré, comment dire, pour la vie spirituelle. Il y a plein de citations. C'est vraiment une richesse extraordinaire. Donc après, on peut les écouter de différentes manières. Il y a les Gandharvas, par exemple, pour le cœur. On parlait de palpitations tout à l'heure. Pour le cœur, pour le prana, les Gandharvas sont vraiment très, très bien. Et on peut les mettre un bruit de fond à peine audible, de façon que ça ne dérange pas l'activité. Ça, c'est une façon de le faire. Et puis sinon, prendre un peu de temps, se poser et puis les écouter de façon plus consciente. C'est une autre approche. Alors, comment réduire les problèmes d'arthrose pour éviter les pathologies comme l'arthrose des hanches, des doigts, etc. Et là, c'est pareil. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sophie, mais... Il faudrait prévoir une consultation là aussi, je Ouais, pense. Mais en tout cas, c'est un problème de vata, on peut déjà dire ça. Donc, vous pouvez déjà commencer à améliorer le vata, mais bon, ce serait quand même beaucoup plus facile d'en parler dans une consultation pour faire le point, surtout si c'est déjà très chronique. ouais, parce que ça peut être un problème d'assimilation, ça peut être... ouais, il y a plein de raisons. Y a-t-il une durée fixe pour un panchakarma? Souvent 3 semaines, hein, c'est la plupart des Védias. Enfin, je me souviens, les Ashtavedias, ils prenaient jamais les gens en dessous de 3 semaines. Donc, quand les gens sont rigoureux, c'est quand même souvent le chiffre qui revient, mais après, ça peut dépendre. Pour un problème chronique, on peut des fois demander même de faire des panchakarmas encore plus longs. Et puis, bon, bah, quelquefois, je pense que Dominique, c'était ton expérience, les gens n'ont pas 3 semaines et on peut quand même faire un panchakarma très complet en 2 semaines. Et puis, bon, après, si on fait plus court que ça, le panchakarma ne sera pas complet, mais ça peut quand même être intéressant pour certaines personnes, surtout si c'est à titre préventif. Donc là, c'est pareil, le mieux, c'est de se faire prendre le pouls, quelqu'un nous prenne le pouls et puis fasse le point, puis peut dire qu'est-ce qui est idéal. Puis après, bon, bah, des fois, on fait un peu de compromis, mais voilà. Hmm. Oui, il y a plusieurs facteurs hein, pour chaque karma. Donc, non, là, on n'ose plus en parler parce que ni l'un ni l'autre on n'a plus de centre. Sophie n'a pas encore n'a plus de centre non plus. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu délicat. Mais dans tous les cas,
Nous, on avait trouvé une formule qui était intéressante parce qu'effectivement, il y a beaucoup de soucis de temps et de finances, bien sûr, mais de temps. Et on faisait des préparations à la maison. On avait tout un protocole pour la préparation à la maison. Fait que les personnes venaient pour, mettons, 5 jours. Et là, on faisait vraiment le cœur du panchakarma avec les lavements systématiques et tout ça. Et puis ensuite, la préparation, pareil, on a un protocole pour la préparation, pour la post-cure, pardon, pour la stabilisation de la cure à la maison. Et ça permettait d'économiser le temps en clinique. Donc, ça faisait, avec 5 jours, 7 jours, on arrivait à faire de bons panchakarma, Donc, une bonne préparation à la maison et une bonne post-cure après. Existe-t-il un remède contre le déchaussement dentaire par hasard? on revient au gant douche. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, se nettoyer la bouche avec de l'huile tous les jours, le matin. On peut faire la langue d'abord et puis après prendre une cuillère d'huile de sésame mûrie, par exemple, ou d'une huile spéciale pour le gant douche, c'est-à-dire des huiles avec des plantes. Et puis, moi, la technique que j'ai vu faire enfin, que m'ont montré les Védias, c'est de gonfler les joues et de garder l'huile le plus longtemps qu'on peut. Puis après, on la recrache. Et puis, on peut rincer la bouche avec de l'eau tiède. Et puis, on peut éventuellement aussi, effectivement, se masser les gencives. Il faut le faire régulièrement là, pour que ça marche bien, mais ça peut vraiment aider. Hmm. Ça va Très bon. renforcer les gencives, ça stimule la circulation. Hmm. Ça purifie aussi les toxines de la bouche. Donc, c'est vraiment une très bonne technique. Ça prend pas beaucoup de temps le matin. Quand on parle champignons, j'imagine qu'on ne parle pas de girolles ou de cèpes, mais de psylo, c'est écrit petit psiloxybine, c'est ça? Et de champignons qui changent les états de conscience. Je ne sais pas. Euh, Nous, on était On parle plutôt. des champignons comme traitement ayurvédique ou comme traitement. Je sais Ouais. pas. Là, on est sur des champignons hallucinogènes, mais des traitements comme chez les chamans et tout ça, mais Ouais, ouais, nous, on ouais. parlait Nous, plus on des n'utilise champignons en tant pas vraiment qu'aliment. ça. Ouais, non, Ça, en Ayurveda, non. J'ai jamais vu ça. non plus. Fruits 10h, 16h, on ne prend pas en compte le pic d'insuline. Pas besoin de les envelopper après un repas. Pas besoin de les envelopper. Après un repas, par exemple, pour éviter ces pics, fermentation évitée, merci. Euh, Bien sûr, les personnes qui font du diabète, il y a une vigilance à avoir, hein, mais bon, en général, ils ont un régime particulier et on leur dit quoi prendre. Là, on parle en règle générale, et c'est en fait pour favoriser la digestion des fruits. Le docteur Adjo conseillait justement de les mettre hors repas pour pas qu'il y ait de mélange et que ça crée des fermentations Pour excessives. éviter la fermentation. Alors, Trifala, j'en prends 4 au début et maintenant avec un, j'ai tendance à avoir des selles molles et crampes normales. Non, pas normales. Laisse répondre, Sophie. Bah, la question se pose, est-ce que c'est dû au trifala ou pas? Bon, si maintenant vous en prenez plus qu'un comprimé, bah, vous pouvez aussi essayer de ne pas en prendre et puis voir un petit peu ce que ça donne. Mais a priori, il n'y a pas de raison. Ça peut donner des selles un peu plus molles chez certaines personnes, pas chez tout le monde, mais chez certaines personnes. Normalement, ça ne devrait pas donner de crampes, donc à voir. Il y a peut-être d'autres raisons aussi, dues à l'alimentation ou autre chose. Les crampes, hein, ça fait penser à Vata, hein, donc il y a peut-être un petit excès de Vata. Et moi, dans ces cas-là, j'arrêterai complètement le Trifala en quelques temps. Comme ça, on a la réponse tout de suite. On sait qu'on élimine une cause. Et puis ensuite, on voit s'il y a effectivement peut-être besoin de masser un petit peu. S'il y a des crampes, ce qui est bien pour les crampes, c'est de masser le soir le ventre avec un petit peu d'huile de ricin. Et en général, ça améliore énormément les spasmes intestinaux. Et puis, il y a aussi, on peut rajouter un peu d'huile essentielle de lavande. Et ça améliore énormément aussi. Depuis quelques jours, je ressens une grande paix en moi. Je porte mon attention sur la santé avec tous vos conseils. Yagia, Ukraine, Russie, cérémonie. Docteur Evan, merci beaucoup. C'est Odile. On sent le cœur d'Odile. C'est beau.
Prix de la consultation vidéo. Pour moi, oui, évidemment, les prix sont souvent un peu plus chers en Suisse. Bon, le prix classique, c'est pour, si c'était une demi-heure, c'est en fonction du temps, en fait. En Suisse, ça marche comme ça, les consultations. Donc, pour une demi-heure, c'est autour de 90 francs suisses. Mais bon, on peut souvent en vidéo. Je pense qu'on peut discuter déjà pas mal de choses en 15-20 minutes. Et donc, à ce moment-là, ça peut faire, je sais pas, autour de 45, 50 francs. C'est déjà... En France, la moyenne des consultations de santé, que ce soit en naturopathie ou dans l'alternatif, on est autour de 70-75 euros. Moi, je Oui, pense. donc on est à peu près dans les... Parce que moi, je vois quand je le fais au téléphone, en général, on va directement sur le sujet. Éventuellement, on prépare la consultation. J'envoie un questionnaire avant que je regarde. Donc, ça permet de faire une consultation un petit peu plus courte. Et souvent, en 20 minutes, on fait déjà pas mal de choses. Ouais, puis il y a une grosse pratique, il y a des habitudes. Oui, c'est vrai qu'avec le temps, en fait, on travaille plus vite, c'est clair. Donc, on a fini les questions et on vous remercie beaucoup. C'était vraiment inspirant et ça permet d'élargir un peu la connaissance. Et voilà, j'espère que ce cours sur le prana vous a inspiré. Donc, on vous souhaite une bonne nuit et puis on se dit à mercredi prochain. On continuera dans les niveaux subtils. Alors, à bientôt. Très À bonne soirée à bientôt. tous.